Secrète Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Trek au long cours. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Bonjour à tous, nous allons aborder le sujet du Népal, du trekking au Népal. On va aborder comment préparer son trek, quel trek choisir pour cet automne. On resitue le Népal sur la carte du monde en Asie, coincé entre les deux géants que sont l'Inde d'un côté et la Chine de l'autre, et avec toute la chaîne himalayenne. Donc on peut noter que la vallée de Katmandou avec Patan, Bhaktapur, Pokhara ne sont pas tout à fait dans l'Himalaya. Il y a le Terai aussi, et il y a beaucoup d'autres centres d'intérêt que l'Himalaya qui nous attirent beaucoup plus, nous, trekkers. Donc voici les différentes zones que nous allons aborder. Alors, nous n'allons pas aborder toute notre offre qui est un peu dithyrambique avec une cinquantaine de programmes. Donc, nous allons commencer par l'Everest avec plusieurs programmes, puis la région des Annapurna, les classiques, puis le Manaslu, et enfin le Mustang et le Kanchenjunga, le Mustang au nord, là, et le Kanchenjunga tout à l'est. Donc juste à côté du Kanchenjunga, il y a la région du Makalu qui est aussi très intéressante, et puis tout à gauche du Mustang, il y a aussi la région du Dolpo. Donc nous allons ne pas parler de ces deux régions parce qu'on a beaucoup à faire déjà avec tout le reste et on va se focaliser aussi sur nos départs garantis qui sont déjà tous garantis à l'automne. Donc pourquoi l'automne? La météo évidemment, hein, on peut venir au printemps. Le printemps est aussi très intéressant. Il y a moins de monde sur les sentiers. Les rhododendrons sont en fleurs. Il fait un peu plus chaud, donc c'est mieux en altitude. Mais à l'automne, on a un temps vraiment très très dégagé, surtout à partir du 15 octobre. Il y a évidemment plus de fréquentation, c'est la haute saison, hein, entre le 15 octobre et fin novembre, là. Et puis, bon, il y a, en fonction des itinéraires, vous allez voir, on a des itinéraires qui restent peu fréquentés malgré la haute saison du Népal. Et enfin, au niveau des paysages, les sentiers, la mousson est terminée, les sentiers sont secs, il n'y a plus de sangsues et on a des belles vues sur les sommets. Donc, l'automne est vraiment la meilleure saison avec le printemps tout juste derrière. Donc, on va commencer par la zone de l'Everest, qui attire évidemment beaucoup de monde. Une zone qui est assez fréquentée. Et là, on va décliner trois programmes différents, de trois niveaux différents. On va commencer par Panorama sur l'Everest. Alors là, c'est vraiment le voyage qui permet une approche très douce pour ceux qui ne veulent pas aller trop en altitude, pour ceux qui ne veulent pas marcher plus de 5 heures par jour, ne pas faire plus de 500 mètres de dénivelé, mais quand même avoir accès à tous les hauts sommets. Vous pouvez voir en toile de fond l'Everest, le Lhotse, la Mada Blanc. Malgré tout, sans aller très loin dans la zone de l'Everest, on peut quand même avoir des très belles vues et faire un trek assez tranquille. Donc, ça permet de voir plusieurs villages comme Namche Bazar, le monastère de Tambokche, de ne pas dépasser les 4000 mètres d'altitude et d'avoir quand même des magnifiques vues. Donc, on voit le parcours ici. Pour vous situer, on arrive en avion à Lukla, ça c'est comme dans tous les programmes. Comme dans tous les programmes, on monte en 2 3 jours en Phaktin, Monjo, Namche. On s'acclimate un peu autour de Namche Kumjung. Et là, au lieu d'aller beaucoup plus haut, on va vers Tangboche, Pangboche, on se balade autour des villages, des beaux monastères, des belles vues, mais on n'en fait pas plus, on ne va pas plus haut et on redescend. Donc c'est plutôt une belle approche. Regardez, ici c'est à Kumjung, donc à Namche Bazar, et déjà on en prend plein la vue sans faire trop d'efforts et en étant dans un niveau de randonnée tout à fait modéré avec l'Amada Blanc qu'on ne quitte jamais des yeux, l'Everest beaucoup plus loin, et ici le Tamserku, donc des sommets à 6 000 mètres. Deuxième programme, on va enchaîner, hein, objectif Kalapatar. Donc ici, on est sur le sentier le plus, le plus connu, sur l'unique sentier, enfin pas l'unique sentier, mais le sentier principal qui nous mène en ligne droite au Kalapatar, qui est ce belvédère à 5600 mètres d'altitude et qui permet d'avoir des très très belles vues sur l'Everest. Donc on le fait en 16 jours.
Ça permet de ne pas passer par des cols intermédiaires et ça a un gros avantage pour ceux qui vont la première fois au Népal ou qui sont pas trop sûrs pour l'altitude, c'est qu'on n'a pas le passage obligé par un col à 5000 mètres, qu'on y va en ligne droite et que du coup, bah, si on cale un peu en cours de route, on peut s'arrêter, on peut faire demi-tour assez facilement et on n'a pas l'enjeu de repasser un col. Ça fait qu'on a une belle acclimatation et surtout le belvédère du Kalapata bah, permet à ceux qui n'ont jamais été à plus de 5000 mètres de se tester, quoi. Voici l'itinéraire qui est plus ou moins en ligne droite et évidemment sur le retour, on essaye de prendre des sentiers qu'on n'a pas pris à l'aller autant que faire se peut. Pont suspendu, donc ça c'est un peu l'ambiance des basses vallées avant d'arriver à Namche Bazar. Ici on est à Tangboche, au monastère de Tangboche avec l'Amada Blanc en toile de fond. Et puis là on est à Gorakchep, donc quasiment à 5000 mètres d'altitude. On passe la nuit ici et le Kalapatar il est juste devant nous, on le voit. Il y a plusieurs itinéraires qui permettent d'y accéder. Donc là, pour ceux qui n'ont pas plus de 15 jours, pour ceux qui ne se sont pas trop testés en altitude, mais qui ont quand même le physique et l'habitude de la randonnée, ça, c'est une très belle manière d'aller voir l'Everest, mais sur un sentier quand même fréquenté. Peut-être le sentier le plus fréquenté de tout le Népal, puisqu'on va voir le sommet le plus haut du monde. Une belle variante pour ceux qui ont plus le temps, pour ceux qui ont plus l'habitude de l'altitude eh ben, c'est de passer par les hauts cols. Donc d'aller au Kalapatar, d'aller au camp de base de l'Everest, qui est à côté du Kalapatar, mais en passant par des hauts cols. Donc l'avantage, bah, c'est de passer, il y a 6 passages à plus de 5000 mètres. C'est de voir le lac Gokyo, d'aller voir le Kalapatar, de passer les 3 cols, et puis d'avoir cette immersion de rester tout le temps en haute altitude et près des sommets. Donc ça, c'est vraiment le trek le plus majestueux de la région. Et ceux qui ont le niveau et le temps et le budget, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas prendre les autres, il faut aller directement sur celui-là. C'est en plus un peu plus hors des sentiers battus, même si c'est parcouru, mais il y a peut-être 4 fois moins de monde que sur la ligne directe, quoi. Donc voici l'itinéraire. On commence par Lukla, on monte sur Namche Bazar et paf, au lieu d'aller tout droit comme pour aller sur le Kalapatar et le camp de base de l'Everest, eh ben on tourne, on bifurque à gauche, on va vers Tamé, donc le beau village et le monastère de Tamé, qui a subi quelques dommages récemment avec des coulées de boue. On passe le premier col à 5300 mètres. On arrive au magnifique lac bleu turquoise de Gokyo. On va au pic de Gokyo encore à 5004. Après, on passe le Chola à 5003. On va au Kalapatar qui est à plus de 5000 mètres et au camp de base de l'Everest avant de prendre le Kongbala. Donc ça fait une immersion magnifique et que des hauts cols qui permettent d'avoir des vues assez bluffantes sur l'Everest. Donc voilà quelques images. Ça, c'est le seul passage qui est vraiment un peu en glace et en neige. Sinon, tout le reste est en sentier assez praticable. Et puis là, la descente avec le Cholatse devant nous, le lac de Gokyo. Donc c'est une très très belle immersion en haute altitude. Voilà pour ce qui est de l'Everest. En quelques mots, on va faire vite, on enchaîne, mais pour vous dire aussi que là, je ne rentre pas dans les détails de nos départs garantis. Ils sont tous garantis, tous les voyages que je vous propose, à des dates différentes, le 18 octobre, le 1er novembre, le 15 novembre. On en parlera un peu plus et n'hésitez pas à nous contacter. Donc pour enchaîner sur la deuxième région, la plus classique du Népal et la plus parcourue aussi, bah, c'est la région des Annapurna, donc qui a sa réputation. On peut commencer par justement encore un premier trek un peu d'approche pour rester en dessous des 4000 mètres, pour rester sur un niveau entre modéré et sportif et pas aller trop haut, pas aller trop avec des trop grosses journées. Ce sont les balcons des Annapurna et d'Olagiri. Donc, ça permet bah, d'aller à Punil, qui est un balcon très très classique, mais avec une vue magnifique, et d'aller voir 3 balcons assez peu fréquentés que sont Muldai, Kopra et Moaridanda, et qui permettent d'avoir bah, la vue que vous voyez, c'est Kopra Ridge devant vous. Donc vraiment, c'est pour un trek qui n'est pas trop en altitude. On voit les sommets de loin, mais ça permet d'avoir un panorama, en fait, de les voir vraiment de façon panoramique et de voir surtout, on parle des Annapurna, mais surtout le Dolagiri, quoi, qu'on voit très très bien.
Et puis pour ceux, ceux qui sont les plus en forme, la possibilité d'aller au lac Caillard à 4600 mètres. Sinon, pour les autres, 3600 mètres la plus haute nuit, et puis pas plus de 4000 mètres sur ce joli trek. Vous pouvez voir que bah, Punil, c'est là où vont la plupart des personnes. Et après, tout ce qu'on fait autour de Kopra, bah, là, on a beaucoup moins de monde. Donc Gandruk, qui est un grand classique, un énorme village gourung avec les rizières, ça fait une très très belle ambiance népalaise avant d'aller un peu plus en hauteur et de flirter avec le Dolagiri. Et encore une fois, là, le Dolagiri et les balcons. Après, bah, pour ceux qui veulent aller plus haut, faire un trek un peu plus engagé, bah, bon, on ne présente plus le Tour des Annapurna, qui a une réputation maintenant assez forte. Euh, un passage quand même à 5 400 mètres, donc assez haut. On a vraiment étudié l'itinéraire pour éviter les routes, parce qu'en fait, le Tour des Annapurna, en plus d'une fréquentation importante, a beaucoup de routes jusqu'à Manang. Très souvent, on va vous dire que, il y a plein de petits passages à droite, à gauche, à côté des routes, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en juillet-août, pendant la mousson, tous ces passages de randonnée à côté des routes sont lessivés par la mousson et que vous finissez par marcher sur la route. Donc c'est très compliqué de trouver, d'adapter un itinéraire. Nous, on a pris le choix d'aller très rapidement en altitude autour de 3000 mètres pour bien s'acclimater, de passer par des villages de Ngawal, par Ice Lake, par des endroits un peu moins fréquentés, afin de s'acclimater, et surtout, après Manang, d'aller du côté du lac Tilicho, qui est bien en altitude, qui est absolument magnifique, et qui fait que quand on passe le Torong Pass à 5004, il n'y a plus d'enjeu d'altitude, vu qu'on a dormi déjà très très haut, quoi. Le plus sur ce voyage, vous voyez tel qu'on l'a prévu, hein, Ice Lake, la petite grotte de Milarepa autour de Manang et le lac Tilicho. Le petit plus, c'est que pour ceux qui veulent, on a la possibilité et on propose aussi l'ascension du Torong Pass à plus de 6000 mètres. C'est pas une ascension si facile, c'est du style Highland Peak en plus sauvage. Et ça, en fait, ça permet de faire une ascension avec des nuits en lodge et avec des personnes qui ne veulent pas faire l'ascension et ceux qui veulent la faire en même temps. Donc voilà les ambiances. Là, c'est l'ambiance de la fin vers Mount Kinad, vers Jarkot, hein, une ambiance un peu Mustang. Ça, c'est le début, les rizières. Et puis enfin, bah, voilà, la fin du Torong Pass, quoi. Donc ça vaut encore le coup de faire le tour des Annapurna, mais il faut faire très très attention à l'itinéraire quand même que vous empruntez, parce que ça peut être assez déceptif si vous marchez sur la route dans la poussière avec les pots d'échappement. Et puis après, ben, une option assez sauvage, c'est le tour du Dolagiri en 21 jours, nuit sous tente. Ça se fait de moins en moins et ça reste un, bon, c'est pas un voyage hors des sentiers battus, mais vous verrez personne sur les chemins et ça permet de faire un bel itinéraire en boucle, en bivouac, en passant à 5000 mètres à plusieurs reprises. Et puis, pour ceux qui veulent, de tenter l'ascension du Tapapic, qui est un sommet à plus de 6000 mètres, mais pas du tout technique par rapport au Tong Peak dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez des très bonnes chaussures de randonnée et si les conditions sont bonnes, vous pouvez presque le tenter. En revanche, s'il y a un peu de neige, tout de suite, il faut des crampons. Mais en gros, il n'y a pas de pente à 45 degrés, il n'y a pas de technique particulière. Donc voilà l'itinéraire. On part de Pokhara. On est toujours dans la région des Annapurna, mais un peu plus vers le Dolagiri. Et d'ailleurs, la fin du voyage s'arrête à Marfa, où vous pourrez profiter des tartes aux pommes, de l'alcool de pomme et goûter le Mustang Coffee de Marfa. Donc voilà un petit peu les ambiances du Dolagiri, qui reste un bon trek engagé et qui est une valeur sûre dans le sens où vous en prenez plein les yeux en termes de paysage et vous avez l'avantage aussi d'avoir une logistique sous tente. On en reparlera tout à l'heure. Donc maintenant, on peut aborder la région du Manaslu. Donc la région du Manaslu, ben, c'est un très très bon choix. Moi, j'aime beaucoup puisque ça permet d'avoir un petit peu les mêmes ambiances que sur le Tour des Annapurna, mais avec moins de routes, moins de fréquentation, plus de villages. Donc ça reste une très très bonne option. Et en plus,
il y a possibilité de décliner un peu ce tour du Manaslu en en plusieurs itinéraires. Donc le classique, c'est en 16 jours, comme le Tour des Annapurna, avec un col comme le Tour des Annapurna un peu plus bas, à 5150. En revanche, autant le Torung Pass à 5400 n'a pas de neige au sommet, autant le Larké Pass a un peu de neige, de glace. Parfois, il faut quelques petits crampons forestiers pour la descente sur 20 mètres, mais rien de plus, quoi. Donc il y a une très très belle atmosphère de haute montagne avec les sommets du Manaslu. Et puis surtout, on commence avec des villages Gurung, donc une très belle ambiance, des rizières, des champs de blé, des champs de millet, de colza. Et puis au fur et à mesure, on arrive dans les villages tibétains avec des champs de pommes de terre, avec les yaks et les monastères tibétains. Pour ceux qui sont en forme, on passe 2 jours à Samagaon et ceux qui sont vraiment bien acclimatés en forme peuvent aller au camp de base du Manaslu, là où vont les ascensionnistes, mais c'est bien 1500 mètres de dénivelé aller-retour. Donc surtout, ne gâchez pas votre acclimatation pour le tenter. Donc voici l'itinéraire en boucle avec l'arrivée à Darapani, qui est finalement le début du tour des Annapurna. On y reviendra tout à l'heure. Ici, on voit le fameux lac d'altitude au pied du camp de base du Manaslu, près de Samagaon. Et puis, tout de suite, ces ambiances, voilà, le nez sur les montagnes, sur les 8000, sur les géants. Et ici, c'est le passage du col du Larquier Pass. Donc, on est vraiment tout près. Et comme je vous le disais, on peut le décliner, c'est-à-dire que comme la fin de l'itinéraire du Manaslu arrive au début de l'itinéraire des Annapurna, c'est possible d'enchaîner les deux. Donc ça ferait un itinéraire en 23 jours qui permet de voir ces deux ambiances avec du coup une grande diversité puisqu'on enchaîne deux régions assez différentes. Donc pour ceux qui ont le temps, au lieu de faire une année un voyage, une année un autre, tant qu'à traverser la planète, ça vaut peut-être le coup d'enchaîner les deux, comme vous pouvez le voir ici, avec Darapani, qui est la jonction entre les deux tours. De plus, le gros avantage, c'est que quand vous passez le Torong Pass sur le tour des Annapurna et que vous avez passé l'Arké Pass avant, vous êtes très très bien acclimaté. Et donc les villages, la population très présente, et puis l'école d'altitude. Alors, pour décliner encore, à côté du tour du Manaslu, un peu sur la droite, il y a la vallée de la Tsum, qui est ouverte depuis 2007 seulement, qui est une vallée avec beaucoup de villages et de monastères tibétains, avec le Ganesh Himal, qui est un sommet à 7000 mètres d'altitude. Et cette vallée, en fait, est assez peu fréquentée. Et donc, ça permet à la fois d'aller voir une vallée peu fréquentée avec beaucoup de population tibétaine pour ceux qui ont envie de s'immerger et qui ne veulent pas aller ou qui ont déjà été au Mustang. Et puis, en fait, de très, très bien vous acclimater autour des 3000 mètres avant de passer le col à 5000 mètres. Donc, encore une fois, c'est une option pour prendre le temps avec peut-être moins d'enjeux d'altitude et sportifs que d'enchaîner le tour du Manaslu et des Annapurna. Donc vous le voyez, on commence à Jagat. Maintenant, c'est plus Jagat, c'est même plus que Machakola. Non, Jagat, pardon, c'est plus Machakola, c'est Jagat. On commence à Jagat et très rapidement, au lieu d'aller vers Samagompa, Samdo et Larkipas, nous allons sur la droite vers faire une petite incursion dans cette fameuse vallée de la Tsum. On va dormir dans le monastère le plus haut. On passe une nuit dans le monastère et on a les vues sur le Ganesh à 5400 mètres avant de faire ce tour du Manaslu. Et voici les villages et les ambiances tibétaines et champêtres. Et enfin, pour ceux qui ne veulent pas passer ou qui ne peuvent pas passer à plus de 5000 mètres, pour ceux qui ne veulent pas faire plus de 1000 mètres de dénivelé par jour, pour ceux qui veulent marcher un peu moins et être plus en immersion dans un Népal authentique, c'est tout simplement aller faire une incursion dans cette fameuse vallée de la Tsum. Donc, vous ne dépassez pas les 4000 mètres d'altitude. Vous êtes au pied du Ganesh, donc vous voyez quand même très très bien les montagnes et vous profitez de cette atmosphère. Alors, qui n'est pas comme le Mustang, parce que le Mustang est très désertique, mais quand même qui reste très très tibétain dans les villages, les monastères et dans la religion, quoi. Et donc, vous le voyez. Alors, l'itinéraire, pour le coup, est un peu différent. Au lieu de commencer à Machakola, on commence dans les villages de Barpak, Laprak et Singla.
Il faut savoir que toutes nos équipes de trek au Népal viennent de ces villages, ou la plupart. Donc, ce sont des Gurung, de l'ethnie Gurung, et ils viennent des villages de Singla en particulier, La Prak et Barpak. Donc, quand nous passons dans ces villages, bah, ça permet de faire une belle réception, de faire des beaux programmes culturels et d'avoir un accueil assez important, puisque tous les habitants de ce village savent que depuis de nombreuses années, nombre de leurs enfants vivent comme guide, comme porteur, comme cuisinier grâce à notre agence sur place et à notre agence en France. Donc évidemment, ils sont contents de nous recevoir et ils mettent un accent à nous recevoir d'une bonne manière, quoi. Et vous voyez que quand nous arrivons dans la Boudigandaki, le tour du Manaslu est sur la gauche et nous partons dans cette partie au nord-est vers Mugompa, dans cette fameuse vallée de la Tsum, avec quand même des belles vues sur les montagnes. Donc voici tous les départs ici qui sont confirmés cet automne, aussi au Mustang. Alors le Mustang, la particularité du Mustang, c'est d'avoir un permis qu'il faut toujours payer, qui limite un peu le tourisme. Euh, et puis, euh, et puis aussi d'être accessible en fait beaucoup plus que le reste des autres treks du Népal. Donc pour les autres treks au Népal, la saison c'est vraiment printemps-automne. Pour le Mustang, on peut y aller aussi tout l'été, donc mai, juin, juillet, août. C'est très bien. Et puis octobre-novembre, octobre-novembre, je dirais, même pendant la haute saison du Népal, bah, finalement, les activités dans les champs sont réduites. Donc, vaut mieux privilégier juillet-août, ça peut être un tout petit peu nuageux, et septembre reste le mois idéal, parce que là, on a des activités dans les champs, et donc on a un départ qui est garanti au mois de septembre. On le fait en 21 jours. Le gros enjeu maintenant, bah, ce sont les pistes qui arrivent au Mustang, les routes même, puisqu'elles sont très larges, très importantes, et puis de plus en plus fréquentées. Il n'en reste pas moins qu'il est possible de les éviter pour faire des très très belles randonnées sur les crêtes. Donc là, il faut vraiment étudier l'itinéraire pour ne pas se retrouver sur la route. Il y en a. On a formé nos guides avec nos meilleurs guides français, que sont Laurent Boivot, Pierre Martin en particulier. Ça permet d'aller voir bah, beaucoup de villages, une ambiance tout à fait tibétaine, avec beaucoup de monastères aussi. Bah, des paysages qui n'ont rien à voir avec le reste du Népal, qui ressemblent plus à certaines régions du Tibet ou même du Ladakh. Excusez-moi. Et puis bah, les grottes du Mustang, effectivement, en sont une grande spécialité. Et nous pourrons aller voir des grottes, dont celle de Konchokling, qui a été découverte en 2007, et Lori Tashikabum, où on peut voir vraiment des monastères entiers, des monastères troglodytes, quoi. Et dans ce voyage, on prend le temps de passer 2 jours entiers à Lomantang, qui est la petite ville fortifiée, très très riche en histoire, et avec une fête qui a lieu tous les ans au mois de mai, qui s'appelle la fête du Tiji, et qui permet de voir les moines qui dansent sur la place principale du village. Donc voici l'itinéraire. On fait un itinéraire en boucle et on part sur la gauche de Kagbeni à Samar. Alors maintenant, on va à Samar directement en voiture hein, pour éviter la route, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative et on n'a pas envie de marcher le long de la route. Et depuis Samar, on peut aller un peu à droite, un peu à gauche pour marcher sur des crêtes, pour passer par les grottes de Siangboche et pour arriver vers Tsarang et surtout le Mantang. À partir de Yara et l'Origompa, qui sont les très très belles grottes, là, la route s'arrête et on arrive vers Tanguy en passant un col, le Gyula et Muktinat. Et là, on est hors chemin traditionnel et dans des paysages absolument bluffants. Voilà, des paysages qu'on ne voit presque nulle part ailleurs, assez lunaires, avec ces oasis. Alors, ces photos sont prises au mois d'avril-mai. Autant vous dire qu'à l'automne, ben, les gens sont en train de moissonner, de faire le battage, qu'il y a encore un peu d'activité dans les monastères. Mais souvent, au mois de novembre, ben voilà, octobre-novembre, c'est un peu ces paysages-là qu'on peut retrouver avec les premières neiges. Et souvent, les lopas, en novembre, redescendent vers Pokhara pour ne plus passer l'hiver là-haut. Et enfin, nous allons terminer ce panel de trek népalais par la région du Kanchenjunga, bah, tout à l'est, hein, la frontière indienne, Kanchenjunga qui est un gros 8000 mètres
et en fait qui est très peu parcouru parce que l'approche, comme vous le voyez, bah, ça nécessite soit de longues journées de bus, soit deux vols intérieurs ou soit moitié-moitié. Étant donné que le deuxième vol intérieur est assez aléatoire, nous prenons un premier vol pour Badrapur ou Biratnagar et surtout Badrapur et après on prend euh, une voiture pour aller à Taplejung et faire cet itinéraire. Donc l'itinéraire est engagé, hein, c'est un voyage en 23 jours. Faut avoir l'habitude de marcher parce qu'on est vraiment loin de tout. Donc c'est pas le moment de dire je veux faire demi-tour ou d'avoir un rapatriement. Tout sera plus compliqué là-bas. Mais du coup, le gros avantage, bah, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde et qu'on est dans une ambiance comme le Tour des Annapurna il y a une quarantaine d'années. Donc c'est une région bah, confidentielle, pas si confidentielle puisque elle est connue depuis longtemps, mais ça fait pas très longtemps qu'on peut y aller en lodge. Avant, on faisait tous nos treks là-bas sous tente. Et maintenant, quelques lodges rudimentaires permettent de ne pas avoir la structure sous tente et du coup de réduire un peu les coûts et de faciliter la logistique. Le Janu, en fait, le Janu, bah, c'est le sommet qu'on voit ici, et un peu comme dans le Tour des Annapurna où on ne regarde que le Machapuchare, et ben quand on va voir le Kanchenjunga, on ne regarde que le Janu, et finalement le Kanch est un peu caché un peu plus loin, quoi. Et donc les villages, bah, un peu comme sur le tour du Manaslu, où on commence par des villages d'ethnie Rai et Limbu, qui sont des ethnies vraiment à part, encore animistes, donc chamaniques, avant d'arriver dans les villages tibétains, donc avec une diversité et un bon nombre de villages qui font qu'on a vraiment l'impression de se balader dans un Népal un peu intemporel, pour l'instant en tout cas, et d'avoir ce mélange de culture et de nature et de montagne. Donc voici la très très belle carte qui est très simple, mais pour vous expliquer en gros que certains proposent de commencer par aller au camp de base nord, puis au camp de base sud et de descendre, et nous faisons l'inverse. Nous partons du sud pour mieux nous acclimater, passer un petit col ici à 4000 mètres, avant d'aller au camp de base nord, qui reste finalement l'altitude les plus hautes dans lesquelles on va à plus de 5000 mètres, et de passer par le village de Gunza. D'ailleurs, la carte est fausse et nous allons la refaire très bientôt. Et voici les villages Rai et Limbu du début du trek, hein, qui permettent de faire des belles rencontres. Devant nous, on peut voir les belles cuisines, mais on peut voir aussi devant nous un vase à tumba. La tumba, c'est une bière de millet fermentée et chaude, un peu comme la cervoise. Et c'est une boisson qui se boit surtout l'hiver. Donc à partir du mois de novembre, ceux qui sont dans ces régions du Makalu, Kanchenjunga, pourront la boire. Et c'est très sympa de payer un coup au porteur le soir sur les journées les plus difficiles. Ils vont apprécier, sachant qu'on remet de l'eau chaude. On a ce petit pot qui est plein de millet fermenté et on remet de l'eau chaude au fur et à mesure et on boit cette même bière réaugmentée d'eau chaude au fur et à mesure. Et puis finalement, voici l'approche vers les camps de base, euh, qui, je pense que ce trek n'a absolument rien à envier autour des Annapurna et n'est pas loin aussi du camp de base de l'Everest, dans le sens où le côté population est vraiment important. Alors pour finir, pour ceux qui font un peu d'alpinisme, on propose évidemment des ascensions. Je vous ai parlé rapidement de l'ascension du Torong Peak sur le tour des Annapurna, qui est très peu proposé, du Tapa Peak, qui est plutôt très accessible. Et puis là, bah, on va sur les ascensions un peu classiques de l'Island Peak sur l'Everest, qui est un. Alors, c'est réputé être une ascension facile. Il y a quand même des pentes à 45 degrés, il y a parfois des échelles de glace, on est sur des cordes fixes. Donc c'est bien d'avoir une première expérience dans les Alpes, de bien savoir où on va quand même. On a un Sherpa pour deux personnes, donc ça permet si on est quatre ou six et qu'il y en a qui font demi-tour, d'avoir toujours un bon encadrement pour permettre à ceux qui peuvent aller au sommet d'aller au sommet, ceux qui veulent faire demi-tour de faire demi-tour. Et puis en fait, nous faisons le tour par Léocole comme le programme de tout à l'heure, et ce qui fait que quand on tente l'Island Peak à 6200 mètres, eh ben, on a été 6 fois auparavant à plus de 5000 mètres, et donc il n'y a pas d'enjeu d'acclimatation, il y a un enjeu de météo, et encore, et surtout un enjeu de physique et de technique, quoi, un petit peu. Donc voici la carte. Comme je vous le disais, nous montons en Namche Bazar, nous faisons le tour par tous les hauts cols,
le Kalapatar, le camp de base de l'Everest, avant de descendre à Chukung et nous rendre au camp de base de l'Island Peak et monter l'Island Peak. Voici l'ambiance des hauts cols et voici à 5 ou 6 reprises, on est tout à fait dans ces ambiances-là. Et après, bon, bah, l'approche de l'Island Peak, où on est sur une corde fixe avec une belle pente, une belle crête sommitale, 200 mètres avant le sommet. C'est là où on est sur cette arête entre 6000 et 6200 mètres. Et là, c'est bien de connaître le descendeur, la poignée jumart et d'avoir une première expérience pour être un peu plus à l'aise, quoi. En revanche, pour ceux qui sont moins familiers aux techniques alpines, bah, le Merapic, qui est un peu plus en altitude, toujours dans la région de l'Everest, bah, permet d'être sur des pentes à 30 degrés, permet de ne pas être en corde fixe ou très peu. Donc on est encordé pour passer sur les glaciers. Mais finalement, il est assez accessible pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise et qui veulent se tester en marchant avec des crampons sur de la neige. C'est une bonne solution. Et ça permet aussi de faire un itinéraire toujours en lodge avec quand même 3 4 nuits sous tente. Et nous prévoyons toujours une journée de sécurité au cas où la météo soit mauvaise, sachant que à l'automne, c'est très peu le cas, c'est surtout pour le printemps. Donc voici, on arrive à Lukla. Vous voyez que d'habitude, nous montons plutôt vers le nord pour aller vers l'Island Peak, même vers le Kalapatar, le camp de base de l'Everest. On peut voir que l'Everest est ici, là. Et qu'en fait, de Lukla, au lieu de monter, on descend, on part à droite et puis on passe par les basses vallées pour bien s'acclimater avant d'arriver à côté et au camp de base du Merala à 5000 mètres avant le Mérapic et on retourne en faisant une petite boucle sur la fin par des vallées un peu plus hautes pour rentrer. Il y a une très très belle ambiance de haute montagne sur ce voyage et beaucoup le préfèrent à l'Island Peak dans l'ambiance très très sauvage. Ça permet aussi de faire un itinéraire dans la région de l'Everest très peu fréquenté avec quand même des très très belles vues comme vous pouvez le constater, quoi. Alors je vais vite, mais le temps passe vite. Donc on va enchaîner, on va enchaîner avec le Merapic et l'Island Peak. Donc on propose l'enchaînement des deux sommets. On doit être les seuls, je pense, en France à proposer ça. Il y a une particularité quand même, c'est que non seulement bah, on passe 2 fois à 6000 mètres, mais que pour rejoindre un sommet et l'autre, on passe par un col assez technique qui s'appelle Amphulapsa et qui est à 5800 mètres. Donc c'est un peu comme si on avait 3 passages à 6000 mètres finalement. Et là, on est dans une ambiance à la fois très sauvage et ça demande une très belle, très bonne autonomie. Donc, ça demande aux personnes qui font cet itinéraire d'avoir des premières expériences à 6000 mètres et de vraiment savoir où ils vont. Puisqu'une fois qu'on est embarqué dans l'Amphulapsa, c'est très compliqué. On a une logistique sous tente avec des porteurs, beaucoup de matériel. Et c'est très compliqué de faire demi-tour. Donc, vous voyez, on commence par aller vers le Merapic avant d'enchaîner, de passer ces fameux Amphulapsa et d'arriver au pied de l'Island Peak. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui veulent vraiment se tester. Ça permet aussi d'avoir 2 opportunités de monter à 6000 dans le sens où si on n'est pas en grande forme pour le premier, on peut l'être un peu plus pour le deuxième. Enfin, une ascension un peu moins parcourue, c'est l'ascension du Pachermo, qui est en fait dans la région du Khumbu, à cheval entre le Khumbu et le Roll Walling. Ce fameux Pachermo, bah, on doit équiper donc nous-mêmes la voie. Ça demande un peu plus d'autonomie. Pour nous, ça demande plus de logistique dans le sens où il faut vraiment équiper, bien voir que les conditions sont bonnes. Et puis, nous avons choisi de le faire dans un sens qui permet de bien réussir le sommet parce qu'en général, les gens qui veulent tenter ce sommet commencent par le roll walling, montent, passent le Tachilapsa à 5007 avant de monter le Pachermo. Et en général, ils sont totalement explosés. Ils réussissent pas le Pachermo et ils redescendent. Et nous, on a choisi d'aller s'acclimater dans le Khumbu, vers le fameux lac de Gokyo, d'avoir le confort des lodges. Quand on arrive au pied du Pachermo, on a passé une seule nuit sous la tente. On est très bien acclimaté. On a eu le confort des lodges. On fait l'ascension du Pachermo et après, on peut faire le Tachilapsa et redescendre par le roll walling.
Voilà. Voilà l'itinéraire. Et ça permet de passer à la fois des nuits sous tente à la fin, donc d'avoir vraiment un mix du côté un peu classique et magnifique du Népal et du côté un peu hors des sentiers battus, du côté roll walling, et de faire un sommet qui est un peu moins emprunté que les autres. Et les nuits sous tente permettent d'avoir de magnifiques levées de soleil et couchers de soleil par rapport aux nuits en lodge. Alors enfin, je vais terminer très très rapidement par quelques conseils quand même, une fois que vous avez le choix entre tous ces voyages, avec des départs, je le répète, entre mi-octobre, 18 octobre, 1er novembre, 15 novembre. Pour l'acclimatation, il faut le dire, le redire, le répéter. Le vrai secret, c'est de marcher doucement, de faire le moins d'efforts possible et surtout de s'hydrater, de s'hydrater. Même le soir, n'ayez pas peur d'aller faire pipi la nuit 3 fois. Tant pis, de toute façon, vous irez quand même faire pipi. Donc autant boire le plus possible la journée, le soir. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Avant le départ, à la fois en France et surtout à Katmandou, l'idée, c'est de combien de fois au printemps des personnes vont au sport d'hiver juste avant de faire un trek, et combien de fois on a des annulations à cause d'une fracture, d'une cheville, d'une entorse. L'idée aussi à Katmandou, c'est pas de pas faire les fous les premiers jours en allant manger des momos dans des boui-boui. C'est plutôt de manger de la nourriture dans des hôtels ou des restaurants, comment dire, assez haut de gamme, pour ne pas tomber malade, mettre un masque pour la pollution ou les microbes, de faire un peu attention avant le début du trek. Et en fin de trek, vous pouvez un peu plus faire les fous si vous le voulez. Nous avons une hotline Ifremont, 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui permet de téléphoner à des médecins spécialistes de l'altitude. Et ça, n'hésitez pas, pour le moindre doute, de les appeler et de demander à votre guide d'appeler et d'avoir affaire à ces médecins. Combien de fois on nous appelle en nous disant, bah, on a un petit problème, qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, le premier réflexe, c'est de parler aux médecins de la hotline. On a payé pour ça pour vous, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et profitez-en. Enfin, vous avez du Wi-Fi dans tous les lodges, dans beaucoup de lodges, pas tous les lodges, pardon, dans les lodges les plus confortables, on reviendra là-dessus. Et vous pouvez aussi faire le choix d'acheter une carte SIM qui vaut 2-3 € en arrivant à Katmandou, et d'après avoir des recharges de 3G qui vous donnent un peu plus d'autonomie pour ceux qui veulent rester connectés. Pour les autres, il suffit de pas payer le Wi-Fi et de pas prendre son téléphone, et vous serez vraiment tranquille. Enfin, un adaptateur pour les prises de courant peut être utile, et finalement une multiprise peut encore être utile parce que parfois les prises sont très peu nombreuses, donc si vous avez plusieurs appareils, la multiprise sera souvent utile. Très rapidement, quelques conseils aussi pour le trek. On demande que le poids des sacs pour les porteurs ne dépasse pas 13 kilos par personne, ce qui fait 26 kilos en tout pour le porteur. Ça, c'est pour les voyages en lodge. Ça demande de réfléchir un petit peu à ce que vous allez emmener, mais c'est pas plus mal. Et puis pour les voyages sous tente, comme on a une équipe de porteurs qui est plus nombreuse pour porter les tentes, la cuisine et toute la logistique, on peut répartir les sacs différemment. Et là, vous pouvez aller jusqu'à 16 kilos, voire 20 kilos pour ceux qui font des ascensions. Donc pendant les repas, bah, écoutez, en lodge, on les prend dans les lodges. Le midi, on essaie de prendre des repas assez simples pour ne pas trop embrouiller la cuisine et prendre trop de temps avec des repas compliqués. Donc, on vous demande si vous prenez plutôt des pâtes, plutôt du riz avec des légumes. Et puis le soir, vous avez le droit à une entrée, un dessert, un plat, et de choisir un peu plus votre plat parce qu'on a un peu plus le temps. Pour ce qui est des repas sous tente, alors là, c'est carrément différent. C'est un peu le grand luxe sous la tente. On mange toujours mieux dans les logistiques sous tente qu'en lodge, parce qu'il n'y a rien qui est limité. Il y a une grande diversité. On peut choisir entre 4, 5, 6 plats avec peut-être presque plus de viande que dans les lodges, et beaucoup de quantité. Enfin bon, là, c'est le grand luxe. Et puis les lodges peuvent être assez aléatoires. Si vous êtes dans la région de l'Everest ou des Annapurna, c'est une très bonne qualité. Mustang, Manaslu, c'est assez moyen. Et Vallée de l'Atsum, Kanchenjunga, on a des vols, des lodges assez rustiques, avec parfois pas de Wi-Fi, pas d'électricité, pas de douche. Et dans les autres, on peut avoir toutes ces facilités, mais avec à chaque fois quelques euros pour payer une douche chaude, un peu de Wi-Fi ou un peu d'électricité. Et l'organisation en bivouac, bah, comme je vous le disais, permet d'avoir de l'eau chaude à volonté, permet d'avoir un thé, un café au petit déjeuner, comme vous pouvez le voir en filigrane
sous la diapo et permet d'avoir finalement presque plus de confort que dans les lodges, hormis peut-être la chaleur quand même. Et enfin, quelques arguments pour partir avec nous. Donc, on a des groupes de 4 à 8 personnes. Pour tout vous dire, on commence très souvent dès 2 personnes, on peut le confirmer avec un guide anglophone, mais dès qu'on arrive à 4, on a un guide francophone. Pour tous les voyages en lodge, on limite à 8 personnes. Et pour les voyages sous tente, on va jusqu'à 10 personnes quand même parce que la logistique est très importante. Donc on accepte plus de monde. On peut pas, enfin, on veut profiter d'une équipe de cuisine assez importante pour avoir au moins 10 personnes. Donc on a une maîtrise de terrain, bon, on a une équipe qui est très expérimentée. Comme vous le savez sûrement, on est quasiment les seuls à organiser la grande traversée du Népal en 4 mois et demi de randonnée sans un seul transfert. Et ça veut dire que nos équipes connaissent tout le Népal depuis l'ouest jusqu'à l'est et dans les recoins les plus inattendus, les plus reculés. Donc vraiment, on sait où on va, on a une bonne équipe de guides francophones et surtout de sirdars, de sherpas et de cuisiniers. Enfin, on a, comme beaucoup, le caisson hyperbar, évidemment, dès qu'on passe à plus de 5000 mètres, et la fameuse hotline Ifremont pour la sécurité. Et puis, on peut organiser pour ceux qui le veulent, et on le fait chaque année, des voyages sur mesure, personnalisés. En gros, vous voulez partir que tous les deux, que tous les quatre. Et ben, vous avez votre guide. Le gros avantage, c'est la liberté, dans le sens où si vous voulez dire à votre guide, écoutez, aujourd'hui, finalement, c'est repos, aujourd'hui, finalement, on s'arrête là et vous avez quelques jours de sécurité, vous pouvez tout à fait vous adapter. Pour ceux qui ont du mal à s'acclimater, pour ceux qui veulent plus de liberté, partir entre vous, c'est tout à fait possible. Et donc, en termes d'offres, comme je disais, on a plus de 50 programmes. Donc là, je ne vous en ai présenté juste quelques-uns très très rapidement, mais on a au moins le double ou le triple à vous proposer avec beaucoup de programmes hors des sentiers battus, notamment avec des logistiques sous tente. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir partagé ce moment de ce pays, de ce Népal qu'on adore toujours autant depuis des années, qui change. Je ne vous cache pas on passe beaucoup de temps chaque année à refaire les itinéraires, à éviter les pistes, à éviter les routes, à trouver de nouveaux itinéraires. Et il en reste. Il reste toujours le Dolagiri, le Kanchenjunga, une partie du Dolpo. Il faut se dépêcher d'aller au Dolpo aussi, il y a des routes. Et puis aussi, pour ceux que ça intéresse, écoutez, au mois d'octobre, il y aura un livre que je prépare en ce moment aux éditions Glénat sur tous les treks du Népal, donc une réédition très augmentée et un peu différente de celui qui était sorti il y a une bonne dizaine d'années. Donc à l'automne, il y aura ce nouveau livre qui vous inspirera sûrement de nouvelles idées avec des treks hors des sentiers battus dont je ne vous ai pas encore parlé.